D'accord. Il descend de Attenzeux jusqu'à Wissy, il en parle au père Lation, qui était notre supérieur, puis le père Lation dit c'est très bien. Alors il a donné ce qu'il fallait pour le voyage, un peu d'argent aussi pour acheter en cours de route, on ne peut pas tout transporter. Et puis arrivé à Kunming, on dit ah malheureusement le nonce qui s'est annoncé il y a un mois, et il vient de nous télégraphier qu'il ne peut pas venir à cause des troubles, parce que la guerre s'était accentuée entre communistes et non-communistes. Alors il ne viendra pas. Mais l'évêque du lieu a dit mais vous pouvez aller à Nankin. Il a dit oui je peux aller, mais Cubis, moi je n'ai pas les poches remplies de louis d'or, hein. J'ai qu'un tout petit pécule pour ce petit voyage de notre mission jusqu'à Kunming. Alors l'évêque a dit, bien écoutez, parce qu'il lui avait demandé un jour, voilà, un prêtre qui devait prêcher la retraite à d'autres prêtres et aux séminaristes, il est tombé malade, est-ce que vous pourriez faire peut-être nous dépanner? Alors le prêtre a dit d'accord. Il lui a fait 3 jours de prédication à ses prêtres et à ses séminaristes. Alors l'évêque lui a dit, je vous paye le voyage, allez. Mais j'ai pas assez d'argent parce que je dois aider tous les missionnaires pour payer le voyage complet. Mais il y avait à Hong Kong, c'est-à-dire plus au sud, cette colonie anglaise qui a été rendue à la Chine en juillet passé, un père qui avait été autrefois curé de Yerkalo. En 1905, il a dû quitter le pays parce qu'il y a eu des troubles et puis des gens avaient tué un homme du pays et pour faire filer le père, ils ont dit que c'est lui, à son instigation, qu'il l'avait tué, ce qui était un mensonge absolu. Mais les autorités françaises, il y avait un consul à Kunming et le père est descendu pour exposer son cas. On dit, nous sommes absolument persuadés que vous n'êtes pour rien dans cette affaire, mais si vous remontez, vous comprenez, ces gens-là vont se venger et ils vous tuent. Parce que c'est des brigands comme ça. Alors le père, ce père-là, s'est retiré à Hong Kong et il travaillait pour les missions, mais à la procure. Parce que beaucoup de missionnaires, ils passaient commande de choses qu'on ne trouve pas en Chine, des livres, ou des habits, ou des calices, ou des brevières, tout ça. Alors il fallait toujours faire des paquets, envoyer, recommander, et puis c'était un travail de procure. Ce père était là, et évidemment qu'il continuait à s'intéresser à ce qui se passait à Yerkalo, dont il avait été le curé. Et le père Tornet lui écrit, écoutez, est-ce que vous pourriez me rendre un service? Vous êtes à la procure, si vous n'avez pas vous-même de l'argent, demandez au procureur de faire l'avance. Mais ce père avait quelques économies, alors il a dit, il n'y a pas de problème, je vous paye le retour, puisque l'évêque de Kunming vous paye l'aller, et moi je vous paye le retour. C'est comme ça que le père Tornet s'est rendu à Nankin, la capitale de la Chine à l'époque. Il a vu le nonce, Monseigneur Ribéry. Il a vu le ministre de Suisse. À ce moment-là, la Suisse n'ose pas donner le titre d'ambassadeur à ses représentants. C'était titre de ministre seulement. Plus tard, on a appelé aussi nos délégués dans les différents pays ambassadeurs. Mais à l'époque, c'était encore ministre. Alors, c'était un Tessinois qui était là et qui l'a aidé autant qu'il a pu. Et puis, le père Tornet a vu l'ambassadeur de France, qui est un ancien général, Peshkov. Il a vu l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur d'Angleterre, et chez qui encore, et surtout, il a vu le ministre chinois des Affaires intérieures et lui a expliqué la situation. Ils ont dit, écoutez, voyez, toute la Chine est en feu. Il y a la lutte dans toutes les provinces entre les partisans de Chiang Kai-shek et les communistes qui veulent prendre le pouvoir. On fera tout ce qu'on peut par écrit, mais on ne peut pas aller là-bas vous protéger, vous donner une escorte, c'est pas possible.
Alors, nous requérons Dalai Lama de dire à ces lamas locaux de rester tranquille, etc. Oui, mais rien n'a été fait, ou en tout cas, rien n'a donné du succès. Alors, le père est revenu, mais il n'a pas pu monter à Yerkalo à ce moment-là. Du reste, c'était trop dangereux. Mais il s'est dit, le nonce lui avait même dit, mais d'après ce que vous me racontez, vous êtes au Tibet. Il dit, oui, je suis au Tibet. Alors, vous devriez plutôt aller à Lhasa, trouver le Dalai Lama, lui expliquer la situation, et puis implorer de lui un édit de protection, de tolérance pour les chrétiens du lieu. Pierton a dit, oui, c'est sûr, mais le hic, c'est que pour aller là-bas, il faut pas mal d'argent parce que on nous ouvre pas les portes si on n'a pas un cadeau magnifique à leur donner, hein. Et puis les frais du voyage, aller-retour, plus d'un mois à l'aller, autant en retour, puis là-bas à Lhasa, il faudra rester combien de temps pour essayer de régler l'affaire. Alors le nonce lui a donné 200 $ américains, il a dit c'est une petite aide, mais moi je vous donne ça. Et puis le père Lation lui a fait d'autres avances. Puis il avait écrit entre-temps à sa famille qui lui a envoyé 2-3 000 francs, je ne sais pas combien. Et si bien qu'il s'est mis en route. Il a quitté la Tenze, où il séjournait depuis son expulsion de Yerkalo. Il est parti, voyons, vers le 10 juillet 49. Alors, pour partir, lui n'a jamais été au Tibet, et son domestique non plus. Ils se sont dit, il faut que nous nous mettions avec une caravane qui connaît le pays, le chemin, puis les étapes où on doit s'arrêter, où on peut trouver, se ravitailler, etc. Alors, il s'est abouché avec une caravane chrétienne qui allait pratiquement chaque année là-bas. On a dit, si vous voulez nous suivre. Mais le père Tourne a dit, moi, j'ai un domestique, mais j'inviterai encore 2 autres à m'accompagner parce qu'on aura des mulets, des charges de thé pour offrir des cadeaux là-bas. Alors, je voyage à mon compte avec mes hommes, mais là où vous arrêtez pour faire étape, on s'arrêtera aussi parce que nous ne connaissons pas le chemin, ne connaissons pas les conditions. On a dit d'accord. Alors les voilà partis. Ils ont quitté Atenze, comme je disais, je crois 10 juillet. Et puis, ils ont avancé vers Lhasa. Et le 17e jour, arrivent 2 hommes de Yerkalo, envoyés par les lamas, avec des lettres pour la maserie de la région, les autorités de la région, disant qu'il y a un étranger avec la caravane d'un tel qui va arriver. Eux, on les a vu passer 2 jeunes gens qui allaient à toute allure, si vous voulez, le plus vite possible, parce que d'Atenze, un espion avait averti les lamas que le père était parti avec la caravane d'un tel. Alors eux, ayant appris que le père Tourné était parti du côté de Lhasa, ils se sont dit, on sait pourquoi, il va nous dénoncer au Dalai Lama, il va lui demander protection. Et puis nous, on perd la face, comme ils disent, parce que s'ils reçoivent un ordre strict du Dalai Lama, il ne peut pas ne pas obéir, n'est-ce pas? Alors, ils ont tenu conseil avec 2-3 petits potentats locaux. Ils ont décidé de tuer le père. Bien. Nous savons parce qu'un catéchiste de Yerkalo nous a écrit, mais cette lettre nous est arrivée après le meurtre du père. Nous a écrit que le père était parti, que les lamas le savaient, qu'ils avaient envoyé des gens derrière lui pour le faire rebrousser chemin et qu'il y avait grand danger qu'il tue parce qu'ils avaient décidé en conseil de le tuer. Alors, nous, tout au sud, quand on a reçu la lettre du reste après la mort du père, mais on n'aurait rien pu faire. On n'a pas une escouade,
une petite troupe et puis l'envoyer au Tibet, c'était impensable. Traverser la frontière, on est arrêté. Alors le père a été rejoint par ces deux hommes, ou plutôt, ces deux hommes ont passé le long de la caravane, mais assez rapidement. On ne savait pas où ils allaient ni pourquoi. Ils sont allés à la prochaine lamaserie dire il y a une caravane qui va arriver dans 1 heure ou 2 avec un étranger. Les lamas de Yarkalo demandent que vous leur barriez la route et que vous leur fassiez faire demi-tour. Bon, alors, lorsqu'ils sont arrivés à Tinto, c'est là qu'ils ont été arrêtés, on leur dit, vous n'êtes pas autorisés à poursuivre la route sur Lhasa. Vous devez faire demi-tour, et puis vous devez faire demi-tour à toute la caravane, non seulement du père, mais celle avec lesquelles ils s'étaient agrégés. Et puis le père est intervenu, leur a fait un cadeau en disant, non, écoutez, lui n'est pour rien, simplement nous ne connaissions pas le chemin, on voyageait après eux, mais en même temps qu'eux, pratiquement, là où ils s'arrêtaient, nous arrêtions, mais il avait sa tante, il avait son cuisinier, si vous voulez, son pique-nique pour la journée, il ne mangeait pas sur le dos de la caravane. Alors, on dit qu'il devait redescendre, et puis à mi-chemin, il y avait une douane qui contrôlait toutes les marchandises et qui prélevait un impôt sur les marchandises qui vont vers le Tibet, une espèce d'octroi. Comme dans nos frontières, vous voyez, ceux qui ont des choses à déclarer, on leur demande tant, et puis ils payent et ils passent. Alors le père se doutait, le père Tournai, il était moralement sûr que s'il passait la douane, ou si le chef douanier, parce qu'il avait aussi des aides, peut-être 8 ou 10, le repérait, il ne laisserait pas aller plus loin. Mais lui s'est arrangé pour ne pas passer 2 jours à la douane. Le chef caravanier est allé, dit voilà, j'ai mes gens, mes mulets, tant de charges, de ceci et cela. Et le père Tournai, ce jour-là, on lui a dit la douane n'est plus dans 1 heure, comme ça on arrive à la douane. Il est resté avec son domestique, resté en retrait, attendu que la nuit soit tombée pour arriver où campait la caravane. Parce que la caravane campait pratiquement sous les fenêtres de la douane, ou en tout cas tout près, dans un champ vague, là. Et puis le lendemain matin, il est parti en avant avec son domestique, et puis il avait trois domestiques. Alors un l'accompagnait, les 2 autres faisaient avancer ses mulets. Si bien que le chef douanier n'a pas su, mais lorsqu'il a été averti par les 2 jeunes gens, que soi-disant un étranger avait passé, alors il lui a adjoint un sous-fifre pour que ça fasse davantage d'impression auprès des autorités, parce que peut-être la lettre des lamas de Yarkalo ne fera pas tout l'effet désirable, alors il envoie un lieutenant. Et alors là, on lui a dit, il faut faire demi-tour. Bon, le père est intervenu, le caravanier principal qu'il avait pris un peu en charge a pu continuer avec ses gens et ses bêtes vers Lhasa. Ils étaient à mi-chemin. Mais le père Tournai a dû faire demi-tour avec ses domestiques, et ses mulets, ses charges. Et puis, il était suivi par les 2 jeunes gens qui venaient de Yarkalo et qui connaissaient Dossi, donc c'était le nom du domestique. Et puis il connaissait le père. Le père avait même soigné un de ces 2-là. Une fois devenu à la mission, il lui avait, je ne sais pas pour quelle maladie, mais enfin il lui avait donné des remèdes et il l'avait soigné. Alors on lui dit, vous n'avez rien à craindre, mais les lamas ne veulent pas que vous alliez à Lhasa. Les étrangers ne sont pas reçus au Tibet. Alors, nous vous accompagnons pour que vous n'ayez pas malheur en route, mais on vous ramène à Atenze, le point de départ. Et puis là, le mandarin chinois s'occupera de vous, mais nous, comme mission, on est chargé de vous ramener. Bien. Alors,
Ils ont fait plusieurs jours pour arriver à la frontière chinoise qui, là, est au col du Shula, est à 5000 mètres d'altitude. Hein. Là-bas, vous savez, c'est encore près des Himalayas, c'est la queue des Himalayas. Les cols sont à 4800, 5000 et plus. Alors la caravane passe le Shula, et une fois passé le Shula, le versant sud, c'est la Chine. Le versant nord, c'est le Tibet. Alors, le père et ses domestiques se sont dit, maintenant on est sur la Chine chic, hein? Alors, on a échappé belle, ils nous ont pas fait de mal. Et... Alors, ils descendaient du col, comme ça, c'était une piste muletière un peu en zigzag, la pente est trop forte pour aller tout droit. Et à 1 heure environ sous le col, là où finit la forêt, parce que chez nous, la forêt finit vers 1800 mètres, là-bas, c'est à 4000 à peu près. Hein. La forêt ne va pas plus haut. 4 lamas attendaient la caravane depuis 2 jours déjà. Ils étaient là, sont arrivés avant. Et au moment, parce qu'ils avaient réparti les gens de la caravane domestique, prêtres, et puis il y avait aussi un lieutenant de la douane, et puis une femme qui était malade et qui voulait se faire soigner. Le père a dit, écoute, je dois faire toute une série d'injections, de piqûres, c'est pas ici en route que je peux faire ça. En faire une en passant, c'est inutile, il faut rester peut-être 2-3 mois là à Tenze, puis chaque semaine venir faire une piqûre. Il était syphilitique, je sais pas quoi. Alors, le père Tournay à Tenze avait des remèdes, mais il a dit, bien, alors cette dame était là avec un domestique et un cheval. Alors, les 2 poursuivants, ils avaient réparti dans un certain ordre le père, les domestiques et puis les autres accompagnants. Et puis, au moment où ils arrivent vers le sommet de la forêt, 4 lamas surgissent avec les fusils prêts à tirer. Le père Tournay a crié « Ne tirez pas, discutons ». Il voulait sauver ces gens. Il s'est dit « Ils vont tuer toute la caravane, mes 3 domestiques, etc. » Non, ils n'ont pas tué tout le monde, mais ils ont tué Dossi, qui était tibétain et qui avait suivi le père lorsque le père a été chassé d'Irkalo. On avait dit personne ne doit l'accompagner et qu'il s'en aille tout seul. Alors c'est une vengeance des lamas, et puis ils ont tiré sur Dossi. Dossi tombe en criant « Maman !» Et le père Tournay donne vite l'absolution, et c'est lui qui a été tué à ce moment-là. Bon, après l'avoir tué, les 2 autres domestiques étaient chinois. Pour leur faire peur, les faire filer, ils ont tiré quelques coups par derrière, mais ils n'ont pas voulu les tuer, sinon ils n'auraient pas échappé, hein, mais ils voulaient leur faire peur. Alors ils sont partis en bas, en avant de l'endroit, enfin en dessous de l'endroit, et puis après ils se sont cachés dans la forêt, puis attendu pour voir comment ça tournerait, on ne sait jamais. Peut-être que Dossi seul a été blessé, est-ce que le père aura été... Ils ont entendu 2-3 coups de feu, mais comme on leur tirait aussi par derrière, ils étaient épouvantés les 2. Ils ont fait, je sais pas moi, 300-400 mètres, puis ils se sont arrêtés dans la forêt, à l'abri des arbres. Un était en dessous du chemin, l'autre en dessus. Bon, ils n'entendent plus rien. Ils ont simplement vu qu'on avait fait du feu et que la fumée montait. Le coup fait, ces messieurs ont voulu se goberger, se ravitailler, ils ont fait bouillir du thé, et puis ils ont voulu manger, ils avaient des provisions, puis ils ont volé les 5 mulets. Le père avait 3 mulets, puis un des domestiques chinois en avait 2. Ils ont tout volé, la caravane avec les marchandises, et même ils ont déshabillé le père et le domestique, les ont laissés nus au bord du chemin, pour rien perdre, hein? Les habits, c'est toujours intéressant.
Bien, alors les deux jeunes gens attendent là 1 heure environ, et puis ils n'osaient pas s'appeler à haute voix, alors ils ont sifflé comme des oiseaux. Bon, et puis ils se sont rapprochés, et puis ils ont dit maintenant nous filons parce que ceux-là ils vont descendre après nous. Non, ils sont rentrés chez eux par les hauts, par les pâturages. Il y a un sentier, ils sont pas redescendus par le chemin des caravanes, mais ils ont pris le haut à travers la montagne. Et ces deux jeunes gens, les deux domestiques chinois qui ont échappé, ils connaissent un peu les habitudes du pays. Ils sont arrivés assez près d'un village, mais ils se sont dit, ne rentrons pas au village de jour. Il ne faut pas qu'on soit vu parce que peut-être qu'on risque aussi d'être malmené. Et puis, en montant, en allant vers le Tibet, il s'est arrêté dans une famille, dans le premier village, ou dernier village au pied de la montagne. Alors, ils sont arrivés chez ce monsieur-là, cette famille, qui les a reçus. Alors, ils ont pleuré comme des madeleines, et puis ils ont dit, le père sans doute a été tué, et d'aussi, on a attendu un bon moment, 1 heure environ, plus rien, il faut croire qu'ils les ont tués. Alors, ce monsieur a dit, vous avez été vraiment des fins malades de ne pas rentrer de jour, parce que sur les lamas à part les lamas qui sont montés là-haut, les 4, c'était les plus jeunes qui sont montés là-haut, il y a encore 7 autres qui ont patrouillé depuis 2-3 jours ici, le long du fleuve, surveillant le chemin. Alors ceux-là, maintenant, ils sont dans telle famille ici en haut. Ne sortez pas. Il a envoyé sa fille acheter un peu de gouttes dans le village, chez des voisins, lui n'avait pas de gouttes à leur offrir. Puis il a dit, demain matin, avant le jour, je vous réveille, je vous donne le thé, donc là-bas on boit du thé le matin avec la farine d'orge grillée, la tsamba, et puis je vous fais passer le pont un peu plus bas, il y avait sur le Mékong un pont en corde en bambou, hein. Alors on passe en tenant une glissière, comme ça on glisse, une glissière en bois de cette longueur, mais comme ça incurvée, et ça sert à glisser sur le pont. Alors, je vous fais passer le pont, sinon, je ne réponds pas de ce qui arrive. Hein. Les lamas, là, s'ils savent que vous êtes les domestiques du père, on ne sait jamais. Bon, c'est ce qui a eu lieu. Le bonhomme, là, très gentil, les a ravitaillés, les a consolés comme il a pu, puis il a dit demain matin à 4 heures, départ pour passer le pont un peu plus bas, il y a l'endroit où on passe, et bon voyage. Et eux sont arrivés alors le lendemain donc du crime, mais le soir même où ils ont logé là chez ce monsieur, le lendemain, en un jour, sont arrivés à Tenze, et ils ont venu à la mission, il y avait le père Savio. Le père Savio était arrivé en Chine sitôt après la guerre, en 1946. Il savait déjà le chinois, il étudiait le tibétain chez le père Tornet. Et pendant l'absence du père Tornet, lui assurait la permanence à Tenze pour la mission, donc la messe du dimanche, et puis les gens qui venaient chercher des remèdes ou demander un renseignement. Alors, il a appris que la caravane avait été pillée, tuée, décimée. Il dit aux deux domestiques, maintenant, allons chez le mandarin chinois et vous lui raconterez vous-même comment ça s'est passé. Puis alors, le mandarin a dit, oh, les salauds, vraiment, alors ça. Et puis ils commettent un crime comme ça sur la Chine. Ils commettent le crime sur la Chine et puis ils passent de l'autre côté de la frontière, ni vu ni connu. Hein? Et puis les Chinois n'avaient pas encore envahi le Tibet, n'osaient pas intervenir, évidemment. Mais le père Savio a dit maintenant, il faut mettre sur pied une colonne de secours pour amener les cadavres. Hein? Alors, est-ce qu'il peut m'aider à trouver les hommes qu'il faut? Il en faut au moins 8.
pour porter 2 cadavres et puis la nourriture à l'aller et au retour, parce que dans ces montagnes, on a qu'est-ce qu'on y porte, hein? En dessous des derniers villages, il y a une montée terrible, et puis le retour. Alors, les 8 hommes sont montés, et c'est eux qui ont trouvé les 2 cadavres nus comme verre au bord du chemin. Bon, avec des bambous, parce que là, il y a une forêt de bambous, ils ont fait un brancard, mis les cadavres dessus, et 2 hommes portaient pendant 1 heure environ, puis après deux autres le relayaient et s'échangeaient comme ça plusieurs fois. En 2 jours, ils sont revenus à la mission. Il y avait 50 kilomètres environ, vous savez, avec 2 cadavres sur les épaules. C'est un exploit que beaucoup chez nous seraient capables de faire. Mais ces gens là-bas, ils ont l'habitude de porter des fardeaux et de trimer, hein. Tout se fait à dos d'homme ou de bête. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas de char. Moi, je suis resté 13 ans en tout là-bas. J'ai pas vu une roue pendant ces 13 ans, pas même une bicyclette. Maintenant, les communistes ils ont voulu attaquer le Tibet, ils ont réussi à l'envahir et à le vaincre. Ils ont construit des routes pour se ravitailler eux-mêmes, leurs troupes et leurs colons, parce qu'ils envoyaient beaucoup de Chinois habiter au Tibet. Les Tibétains se plaignent d'être moins nombreux que les Chinois. Voilà comment ça s'est passé. Alors, nous avions été, quand les 2 fuyards sont arrivés à Tenze, le père Savio est allé donc chez le mandarin, mais le soir même, il nous a écrit un mot. Nous habitions 80 km plus au sud. Il a envoyé un porteur de la lettre, si bien qu'on a reçu, c'était le 15 août, je crois, non, dimanche 14 août. Le lendemain, c'était la fête de l'Ascension, et les eaux du fleuve étaient très hautes. Là, on passe sur des câbles en bambou, et quand les eaux sont hautes, avec le poids de la personne, on risque d'aller dans le jus, hein? Alors, il faut attendre que les eaux baissent un petit peu, ou alors il faut retendre le câble. Là, il faut toute une corvée, ça, il faut beaucoup de personnes, parce que le câble se détend petit à petit. C'est en bambou, c'est pas en acier, et ça se tire jusqu'à se rompre. Mais il les remonte une fois ou deux. C'est-à-dire qu'ils font autour d'un poteau comme ça, ils font un tour ou 2 de plus, et puis le câble est assez bien tendu, alors on peut passer sans risquer d'aller dans l'eau. Bien, alors moi je suis parti pour à Tenze le lendemain matin de l'Assomption. Donc on a reçu la nouvelle le dimanche après la messe. Mais le lendemain, c'était fête. J'ai voulu aider le père Goré, puis il y avait l'histoire du pont, justement. Et alors, le lundi matin, plutôt le mardi matin, puisque le lundi, c'était l'Assomption, je suis parti et je suis arrivé là-haut le mercredi. J'ai fait 80 km en 2 jours. Et je suis arrivé à la mission sous une pluie battante. Et puis, j'ai dit au père Savio, alors, est-ce qu'on les enterre demain? Il me dit, je les ai enterrés aujourd'hui. J'ai attendu jusqu'à midi. Vous n'étiez pas arrivé. Les cadavres commençaient à sentir. Je les ai enterrés dans le cimetière de l'ancienne mission. Il y avait autrefois, il y avait une mission un peu au sud du village actuel que les lamas ont brûlé en 1905. Alors, après ça, la mission a construit une maison dans le village de Tenze. Avant, il était un peu en dehors, 10 minutes, pas plus. Alors, le lendemain, je suis allé sur la tombe avec le père Savio, prier sur la tombe du père Tornet et de Dossi. Et puis voilà. Après ça, j'ai interrogé un peu plus longuement les 2 fuyards, Johan et Sonjou, étaient de race
tibéto-chinoise, l'autre plutôt mosso-chinois, des métis. Mais enfin, il parlait tibétain, il parlait le chinois aussi. Et j'ai interrogé, j'ai noté assez grosso modo, si vous voulez, je n'ai pas pu aller au fond de toutes les explications, mais la manœuvre, le déroulement, disons, essentiel, en gros, j'ai tout noté et j'ai envoyé une lettre à l'évêque et puis une autre aux confrères de Wissy pour les mettre au courant. Et voilà ce que les fuyards nous ont raconté, ça s'est passé comme ça. Comme je vous le raconte à vous, sauf un peu plus brièvement, je l'ai mis sur cette lettre. Et puis voilà, c'était en 49. Donc, ils ont été tués le 11 août 49. Un mois, un jour après le départ, leur voyage a duré 1 mois et 1 jour. Ou 2 jours, parce que juillet a 31 jours. Et puis bon, quelques années après, on a été chassés.